Chers amis, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la présence de Kostas Mavrakis, La civilisation et ses ennemis, et son dernier livre. Et je dois dire que c'est une petite somme de choses qu'il faut savoir pour comprendre ce qui nous arrive, c'est-à-dire une civilisation en danger, peut-être un déclin, sans doute même, avec la sagesse d'un grec, puisque Kostas est grec. Mais ensuite, nous allons parler un peu des origines aussi de notre problème de déclin, en tout cas dans le domaine des arts et des lettres, quant à notre rayonnement, peut-être pas par rapport à notre création, mais par rapport à notre rayonnement, en parlant d'un peintre abstrait des années 50, 60, 70. Enfin bon, il est quand même mort en 2014. Donc, si vous voulez, c'est un peintre de ce qu'on appelait l'école de Paris, qui s'appelle Jean-Michel Coulon, dont la fille est avec nous, Aline Stala-Bourdillon, qui s'occupe, depuis la mort de son père, de faire ce qu'il faut pour que cette œuvre ait sa permanence. Et donc là aussi, on est dans cette aventure terrible du fait que le système français d'État s'est tiré dans les pieds autour des années 80. Mais vous connaissez fort bien l'histoire, je vous la raconte tout le temps. Nous aurons ensuite un galériste qui fait un travail assez formidable, Galerie Nicolas Bourriaud, spécialisée dans la sculpture, et qui fait quelques expositions par an, mais vraiment des expositions, je dirais, muséales sur la sculpture du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et il fait véritablement un travail de musée, je pourrais dire, avec un très beau catalogue et puis des thèmes. Le dernier thème qu'il explore, et cette exposition se termine le 31, donc il faut peut-être s'y intéresser avant qu'elle se termine. Sur le thème du voyage, nous avons toute une proposition, une invitation au voyage à travers la sculpture. Et donc ensuite, nous avons Christine Surgens qui fera sa chronique comme il se doit. Chers amis, donc Kostas a bien travaillé ces derniers temps et il a fait quelque chose que je pourrais dire un travail de synthèse sur cette question de la civilisation. Et vous essayez de faire un petit travail sémantique en montrant que culture et civilisation, c'est pas tout à fait la même chose. La culture, c'est l'assimilation et la transmission des acquis de la civilisation. C'est-à-dire que la civilisation est aussi, ce que vous dites, quelque chose de complet. C'est-à-dire c'est un ensemble de choses qui régit l'art, la pensée, la politique, la vie quotidienne, l'économie. Et qu'il faut tout ça pour une civilisation. Tandis qu'une culture, ça peut être la culture d'une tribu, ça peut être, au fond, la transmission, comme vous dites, le maître mot de la culture, c'est la transmission familiale ou tribale ou de sociétés assez petites. Tous les groupes ont une culture, mais tous les groupes humains ne sont pas civilisés. Ou n'ont pas une civilisation. Voilà. Oui. Il y en a plusieurs de civilisations, parce que chacune a sa physionomie propre, qui la rend reconnaissable entre toutes. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de civilisations. Non, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a une seule qui est réalisée des œuvres de portée universelle. Et des chefs-d'œuvre dans tous les domaines. Parce que, par exemple, en Chine, vous avez la peinture, une peinture extraordinaire, vous avez les romans classiques chinois qui sont très, très, très beaux et intéressants, mais, par exemple, dans le domaine de la musique,
c'est pas tout à fait la même chose que la grande musique européenne. Alors, Costas, vous êtes, on vous connaît à Radio Courtoisie, mais du coup, je vous ai pas présenté, ce qui n'est quand même pas bien de ma part. Vous êtes philosophe. Et je vous ai souvent invité à nos émissions chaque fois qu'il y avait un livre important de vous qui sortait, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a eu un trajet assez extraordinaire. Vous étiez un des penseurs maoïstes européens, français. Bon, vous êtes grec d'origine. Et vous avez ensuite évolué. Et en particulier, vous avez beaucoup travaillé sur la question de l'art. Et d'ailleurs, dans ce livre sur la civilisation et ses ennemis, vous pointez la question de l'art, c'est-à-dire la grande faiblesse d'aujourd'hui de l'Occident, c'est son art. Oui, parce que l'art est la composante principale de la civilisation. Oui. Si l'art est battu en brèche, c'est toute la civilisation qui s'écroule. Alors, ça ne veut pas dire que l'art ancien n'est pas toujours là et que tout le monde le révère, hein, mais qu'il y a ce problème... Mais il n'est pas renouvelé. Et voilà, c'est ce problème du fait que cet art que propose l'Occident, mais on reviendra là-dessus, au monde, est un art qui ne fait pas rêver, qui ne libère pas intérieurement, qui ne se présente pas comme une échelle devant soi, mais plutôt comme un abîme. Et avec ça, on ne peut pas entraîner derrière soi tout le monde. On n'est pas convaincant, si vous voulez. Mais avant d'arriver à cette question stratégique de l'art que vous pointez très bien, il faut que je dise à nos auditeurs que vous avez été un peu un personnage historique dans l'histoire de l'art caché, puisque au moment où, à l'université, il était hors de question d'aborder le débat sur art et art contemporain, la notion de l'art contemporain ne pouvant être que conceptuel, vous avez fait 2 thèses à la Sorbonne, que vous avez défendues dans le grand amphithéâtre, envers et contre tout, parce que, évidemment, il était hors de question d'abord de trouver un professeur qui puisse diriger une telle thèse et ensuite de la dire publiquement avec une certaine publicité. Et vos relations maoïstes vous ont permis d'avoir ces 2 éléments qui étaient impossibles à avoir. Et vous avez eu, dans les années 90, quelque chose que personne d'autre n'a... Vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. Vous avez montré philosophiquement la différence entre les deux et vous avez, apporté des arguments à un débat qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant en France. Donc, c'est le débat interdit. C'est le débat interdit parmi tous. Oui. Il y en a peut-être d'autres d'interdits. Et ça veut dire que sur cette question, il y a unanimité dans les médias. Mais quand il y a unanimité, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. On n'est plus... Oui. Et puis, le pluralisme dont on se réclame n'existe plus. Mais ça va très loin parce que, je dirais, les autres institutions qui ne sont pas d'État suivent l'État. Et c'est comme ça que vous avez, à l'université, pas de possibilité. Vous n'en avez pas non plus dans les diverses fondations ou dans les diverses autorités qui restent hors de l'État. Et surtout pas dans celle la plus inattendue, évidemment, qui est l'Église, puisque au Bernardin, ce débat est interdit. Ce qui est quand même, c'est une exception planétaire, ce qui se passe en France. Et les Français n'ont pas conscience du fait que partout ailleurs, cet interdit absolu n'existe pas. Alors pourquoi ? On en parlera peut-être, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Et c'est intéressant, parce que vous l'abordez évidemment, mais ce livre, je dirais, il est plein d'illustrations et d'images. Vous racontez beaucoup vous citez beaucoup d'histoires, vous illustrez vraiment votre propos. Et la première partie, disons que vous traitez de qu'est-ce que c'est qu'une civilisation et comment elle se constitue, comment elle naît, comment elle diffère de toutes les autres, parce que vous montrez... Comment elle naît et comment elle meurt. Mais alors, oui. Alors, la première partie, c'est comment elle naît, comment elle prospère. Et on arrive au sommet.
Et puis ensuite, c'est comment elle meurt. Donc, vous avez le voyage, c'est un petit voyage que vous nous proposez, qui nous fait sortir du néolithique pour nous amener jusqu'à ce que vous appelez le sommet du sommet, qui, d'après vous, se trouve entre 1780 et 1900. Vous dites là, c'est l'apogée. Et puis après commence le déclin, mais surtout, il est devenu très, très important ces dernières années. Alors donc c'est un voyage, c'est une invitation au voyage dans le temps et dans cette notion de civilisation. Alors Costas, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre et qui vous a demandé du temps et même, je dirais, vous avez probablement évolué ou découvert des choses en l'écrivant, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs versions. Oui, vous m'avez donné un manuscrit qui... Il y a toujours plusieurs versions quand on fait un travail. Oui, alors qu'est-ce qui m'a conduit à écrire Qu'est-ce qui t'a motivé ? D'abord, il se trouve que la philosophie de l'histoire m'a toujours intéressé et je me suis aperçu à un moment donné que... que j'avais des idées nouvelles et qui pourraient être intéressantes sur la question. Parce qu'après tout, par exemple, si vous prenez la chute de l'Empire romain, il y a une bibliographie immense sur cette question. Oui. Mais personne n'a fait la synthèse. Voilà. Mais de toute façon, sur cette question-là, qui a été déjà déblayée à fond, j'avais quand même une ou deux idées nouvelles. Et donc, j'ai estimé que ça valait le coup. Que ça valait et puis, il y a surtout aussi une chose, c'est que nous voyons des choses que nous ne voyions pas avant. On voit, par exemple, comment... à cause de la conjoncture. À cause de la conjoncture et de la montée en puissance d'autres civilisations, je pense à la Chine en particulier, qui ne sont pas occidentales et qui prétendent avoir leur rayonnement et leur universalité, ce qui est quand même un événement dans l'histoire. Mais c'est un événement très heureux, parce que ça bat en brèche l'unanimisme imposé par les puissances de l'argent et les puissances politiques. C'est ça, la philosophie globale qui pense que la paix et la prospérité ne seront possibles que si tout le monde pense pareil. Voilà. Ce qui est une utopie, c'est la dernière, puisque nous ne sommes presque rien et ils sont des milliards. Alors que les Chinois, ils sont plus ouverts. Oui, et plus nombreux aussi. Mais vous allez prononcer des choses qui sont interdites dans les médias. Là, si vous dites que les Chinois ne sont pas des méchants, et ainsi que les Russes, Mais vous savez, je viens d'apprendre à la radio que les Français n'aiment pas beaucoup les médias, que les médias sont très et ils ont bien raison. Oui, mais, mon cher Costas, ils n'aiment pas les médias, mais ils aiment la radio. Donc, on peut dire des choses pas tout à fait correctes encore à la radio, il faut croire. Voilà, donc nous sommes encore aimés des Français. Alors, cher Costas, je voulais dire en passant, parce que peut-être ce serait intéressant, il y aurait quelque chose vous êtes crétois d'origine. Et vous nous parlez un petit peu de comment se font les civilisations en Grèce, comment elles sont nées, comment certaines ont péri, d'autres pas, comment... la Crète a donné naissance à la première civilisation européenne. Voilà. Alors, racontez-nous comment et pourquoi. Oui, vous le racontez, c'est-à-dire que vous vous interrogez, et c'est très passionnant quand on lit ça. Vraiment, je conseille. Là, nous allons à peine toucher au problème. Comment ça naît, et vous nous racontez des histoires et vous comparez. Alors, la Crète est une île, elle est isolée. Comment est-ce que dans une île isolée, où il n'y a pas... Elle n'était pas isolée du tout. Oui, où il n'y a pas tout ce qu'il faut. Elle n'était pas isolée du tout. Elle était au carrefour de courants
commerciaux et aussi intellectuels, spirituels, etc., de tout le monde antique. C'est-à-dire que la Crète était en rapport régulier avec l'Égypte, qui était la plus grande puissance, y compris sur le plan intellectuel du monde à l'époque. Alors justement, vous dites, il ne faut pas... Vous citez les premières cités néolithiques qui se transforment, enfin qui deviennent des petites villes, des civilisations. Et vous dites que bon, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du blé, l'essentiel, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de vin, donc il faut faire du commerce avec ceux qui sont un peu plus au sud. Il n'y a pas d'huile. Il n'y a pas d'huile. Avec lequel on fait aussi les parfums. C'est pas seulement dans les plats. Mais que finalement, ce nord de la Grèce, c'est d'un pays de départ. On s'en va, on n'y reste pas. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très désert. Et la Grèce s'est vidée, mais elle a commencé par se vider dans ces grandes plaines où qui sont très fertiles, qui sont abondantes. Donc il ne faut pas tout avoir pour faire une civilisation. Il faut même manquer de certaines choses pour que... Manquer de certaines choses. Par exemple, les Crétois ou les Mycéniens qui sont venus juste après vivaient à l'époque du bronze. Or, ils n'avaient pas de cuivre et d'étain avec lequel on fait le bronze. Il fallait donc commercer. Il fallait donc exporter. Il fallait avoir une flotte. Il fallait avoir une flotte, bien sûr. Et donc, c'est la première civilisation qui dépend du commerce. Première. Et alors, cette Crète... Elle est carrément au centre du commerce. Mais voilà. Elle a aussi quelques biens. Elle n'a pas tout mais elle a quelques mines. Plus tard, on va découvrir de l'argent au laurium dans l'Attique et dans une île des Cyclades de Sifnos. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Il fallait... Il n'y a même pas assez de blé pour nourrir la population. Voilà. Il fallait acheter le blé qui était produit, par exemple, en Thessalie. Oui, mais il fallait aussi produire des choses extraordinaires. L'Égypte. Donc, ils produisaient de l'art. Et ils produisaient de l'art, ça veut dire donc que aussi bien les Crétois que les Mycéniens exportaient, par exemple, des parfums à base d'huile, qui étaient contenus dans des vases qui ne servaient pas seulement à transporter le liquide, mais qui étaient des œuvres d'art, des œuvres précieuses en tant que produit artistique. C'est pour ça qu'on trouve des vases... décorés, voilà, par exemple en Palestine, en Italie du Sud, en Sicile, et même en Gaule, etc. Et alors, vous nous montrez aussi cette chose extraordinaire de la Grèce qui a tout inventé et qui arrivait à la fois à faire de l'art, des mathématiques, de la philosophie, tout en ayant une religion. Malgré la religion, si on peut dire. Surtout à cause de la religion, parce qu'après tout, l'art, qu'est-ce qui inspire l'art? C'est justement la religion. Et puis aussi un système démocratique et l'importance de l'individu, de la personne. Alors, le système démocratique n'est pas tombé du ciel, si je puis dire, parce que avant qu'apparaisse la démocratie, dans la mythologie, vous avez des idées démocratiques. Par exemple, le monde est distribué, partagé entre trois grandes divinités, Zeus pour le ciel, Poséidon pour la mer, et Pluton pour il y a les ministres, il y a le président et les ministres. Non, mais attention, ces trois divinités se partagent le monde par tirage au sort.
Or, la démocratie grecque est basée sur le tirage au sort. Oui, alors toute cette première partie, on se délecte en se disant « Ah, je ne savais pas ça » ou « Tiens ». En tout cas, vous rentrez dans la complexité des civilisations, dans le fait que chacune trouve une solution différente, ou chaque culture, ou chaque civilisation, selon, trouve des coordinations différentes. Vous pouvez avoir des civilisations où le pouvoir est autoritaire, c'est toutes les monarchies orientales, et d'autres... Mais regardez par exemple dans l'Iliade. L'Iliade est antérieure à l'apparition de la démocratie. Mais il y a une scène dans le 16e chant de l'Iliade où Achille, le chef des Myrmidons, le principal héros grec, s'adresse à ses soldats et leur dit « Je sais très bien que vous vous réunissez à part et vous déblatérez contre moi, vous dites les pires des choses contre moi. Mais peu importe, vous voulez la bagarre, vous l'aurez. Vous avez l'occasion maintenant de montrer que vous êtes des hommes. » C'est à ce moment-là qu'il envoie son meilleur ami combattre les Troyens et sauver l'armée grecque qui était sur le point d'être anéantie. Mais il y a ça. Achille, il est démocratique, il est obligé d'être oui, parce qu'il est dans une société d'hommes libres, en fait. Voilà. D'une certaine façon, il y a un moment où on ne peut plus, dans ces sociétés d'hommes libres, dire « vous allez faire ça comme ça ». C'est ce qui se passe ici en France en ce moment. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce type de société naturelle en Occident, d'hommes libres, dit non, ça on veut pas. Et vous ne passerez pas par-dessus une volonté qui est exprimée mais qui n'est pas respectée. C'est quand même assez impressionnant parce que les manipulations... on vit au XXe siècle, on a vécu au XXe siècle tout un système de manipulation mentale des masses qui marche jusqu'à un certain point. Ça a été vrai pour le communiste, ça a été vrai pour le maoïsme, ça a été vrai pour beaucoup de choses, et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Pourquoi ? Très juste. Et là, cette détestation des médias qu'on entend, qui est la grande nouvelle d'aujourd'hui, puisque ce sont des sondages, c'est que la manipulation a marché, elle ne marche plus. Chez les communistes, ça a été visible, ça a été palpable de jour en jour, comment la chose s'est effondrée. Alors ça, ce livre, c'est le livre à lire en ce moment. Mais peut-être que, donc la première partie, c'est on se délecte de la civilisation, mais peut-être passons à la seconde partie, parce que c'est celle qui nous concerne. C'est comment commence la chute et pourquoi. Donc... Costas, vous dites... Il y a un chapitre dans lequel je compare les thèses de Jared Diamond et de Tainter. Voilà, c'est ça. Qui donne des explications sur le en processus. Un certain sens, je les renvoie dos à dos, oui. Mais en même temps, je reconnais leur rapport extraordinaire. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous comment vous avez fait ce chapitre qui montre une explication de la décadence, si on peut dire, et le processus. Diamond a écrit plusieurs livres sur la question, et Tainter a une théorie originale. Mais bon... c'est difficile de la résumer. Oui. De la résumer, mais je fais une comparaison point par point entre les deux théories et je montre en quoi elles sont justes, vraies, et en quoi elles ne le sont pas. Alors, quelle est la conclusion ? C'est en ce sens qu'elles sont complémentaires. Alors, comment vous décrivez cette décadence ? Vous dites qu'elle commence à peu près en 1900. Oui, en 1910 exactement, si on veut être précis. Oui, alors dites-nous, quel est l'événement ? L'apparition de l'art conceptuel.
c'est-à-dire du non-art. Oui. Dès lors que le non-art usurpe la position et la dénomination de l'art, on est au début de la fin. Donc, d'une certaine façon, c'est dans la symbolique et dans le visuel, plus que dans les mots, qu'apparaît le poison, la décomposition. Oui, la question, c'est pourquoi on a accepté... Parce que ça a été imposé. Oui, ça a été imposé après, parce qu'il y avait, avant 14, vous avez toutes les avant-gardes, et elles continuent encore aujourd'hui d'ailleurs. Vous avez l'abstraction, le conceptualisme est une toute petite chose d'un homme. Et ça n'a été repris comme un char d'assaut, un système de guerre, qu'en 1960, d'une façon systématique, par les États-Unis, qui ont vu que tout ce qui concernait l'art abstrait, c'était de l'art. L'art abstrait, c'était pas de l'art, c'était encore de l'essence artistique. Et il pouvait y avoir une esthétique, il pouvait y avoir même du sens. Mais donc avec ça, on pouvait rien démolir. Et c'est en 60, quand ils ont vu que ça marchait pas, qu'ils ont choisi l'arme, je dirais le char conceptuel pour tout casser. Et il y avait ce cher Duchamp qui était là. À New York, et puis il y avait un tout petit noyau, il y avait John Cage, mais peu de choses. L'art conceptuel était très très peu de choses. C'était la plus petite des avant-gardes et la plus inoffensive, parce que Duchamp s'en fichait éperdument, il n'était pas politisé, et au contraire, il détestait la politique. Et il a été instrumentalisé plus qu'autre chose. Bon, alors après, c'est à partir de 60 que joue le phénomène de guerre, ça fait partie de la guerre, des instruments de la guerre contre l'Europe, ses savoirs, son art, son prestige, qui était incontesté et qui l'est encore au sens de un Chinois ne contestera pas la musique occidentale, même si Mao l'a contesté. Mao, il a contesté la musique occidentale. Oui, ça c'est nouveau pour moi. Écoutez, je viens de lire les mémoires d'une pianiste qui raconte comment il a été interdit de jouer de la musique occidentale dans son conservatoire, et qu'on a brûlé les partitions, on a mis à genoux les professeurs, on leur a craché dessus. Ça fait partie des excès de la révolution culturelle. Mais attendez, ils ont quand même passé ces jeunes étudiants qu'on avait convertis en étudiants maoïstes, pour les rééduquer et leur extirper la musique, ont été envoyés dans des camps du Tibet, et avec interdiction absolue. Enfin, ils travaillaient toute la journée. Et il a fallu sortir de là. Et tous ces gens-là ont fait le retour, tous ces jeunes gens qui faisaient du piano depuis l'âge de 4 ans et qui avaient fait toute leur jeunesse à partir de 12, 13, 14 ans au conservatoire, ont tous repris le piano, Bach, tout le répertoire, et sont redevenus pianistes après. Mais il y a eu Non, mais tout ce que vous dites est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Et je vais vous opposer une autre vérité, oui, qui est l'opéra. Ah oui, mais l'opéra chinois n'a jamais... Non, pas l'opéra chinois. Un opéra qui s'appelle l'Orient est rouge. Bon. Ah oui, ils ont créé ça a été projeté opéras, oui, en film à la Mutualité. J'y étais, et c'est une musique très très belle et très occidentale. Alors, ils ont en pleine révolution culturelle. Oui, ils ont fait des opéras, une sorte de synthèse entre... Occidentale, c'est de la musique occidentale. Pas chinoise, pas du tout. Parce que la musique chinoise, c'est une musique qui est basée sur une gamme pentatonique, c'est-à-dire une gamme qui comporte des trous. Du coup, ça paraît dissonant complètement pour nos oreilles. L'opéra dont je vous ai parlé, c'était pas comme ça. Enfin, en tout cas, ils ont percé. Alors, elle raconte, cette jeune femme, que avant de les envoyer en camp, ils ont passé quand même 1 an
dans une académie sans musique. C'est-à-dire que du matin au soir, on leur faisait lire les livres de Mao, et surtout, il n'y avait pas de journée qui se passe sans l'autocritique et sans la dénonciation des autres. Donc c'était la grande occupation pour dire que malgré tout, on en revient, tout ce qui est art occidental et musique occidentale, littérature occidentale, n'est pas contesté aujourd'hui par le monde entier, non européen, sauf peut-être par l'islam, qui ne peut pas accepter évidemment beaucoup de propositions de notre civilisation quand il est radical, évidemment. Mais sinon, ça n'est pas remis en cause, c'est vrai. Et bon, l'art contemporain, évidemment, c'est la proposition comme seul art international qui pose problème, mais l'art contemporain se prétend le seul art, voilà. Et il ne peut être le seul art que s'il est universel. Voilà. Or, ce qu'il y a de plus universel, c'est le néant. Cela dit, donc il faut cultiver le néant. Ouais, cela dit, ça marche, ça a marché pendant 20 ans. Ces 20-30 dernières années, ça a marché. Parce que est rentré dans le marché de l'art international le Moyen-Orient. Il rentre beaucoup plus facilement dans l'art conceptuel que dans l'art, classique. C'est normal. Et il n'y a pas toutes les barrières esthétiques et les sujets qu'il y a dans l'art classique. Dans l'art conceptuel, tous les pays du Moyen-Orient de l'islam sont rentrés très facilement dedans et ils sont représentés internationalement. Il y a des noms cotés au-dessus d'1 million. Il y a tout ce qu'il faut pour entrer dans la grande catégorie de l'art global international. Et ça, c'est une réussite. Les Chinois y sont rentrés. Et ils occupent, je dirais, presque la première place dans l'art conceptuel, même si on ne le dit pas, au-dessus d'1 million. C'est le cas des Japonais, c'est un peu moins les Indiens, mais il y a quand même quelques artistes indiens cotés au-dessus du million, on en connaît, même célèbres dans le monde entier, etc. L'Amérique du Sud, l'Afrique maintenant. Tout ça rentre dans l'art contemporain puisqu'il n'y a pas de savoir... il n'y a pas de problème de culture, en fait, tout simplement. C'est quand même un art sans barrière culturelle. Absolument. Puisque, ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne, c'est ça. Et donc ça marche, cet art conceptuel contemporain international marche. En tout cas, ça marche financièrement. Marche enraciné. Oui, ça marche. Hors sol, comme vous le dites dans un de vos articles. Et ça fonctionne parce qu'il y a quand même énormément d'argent derrière. Cela dit... Donc c'est du financial art. C'est du financial art. Ouais. Et puis c'est aussi des lieux de rencontre culturels. Et c'est un moment... Et c'est vrai que c'est un lieu où tout le monde peut adhérer. Oui. Culturellement, puisqu'il n'y a pas de culture. Bon, alors, ça c'est une face. Mais c'est une face des choses. La deuxième face, c'est que la culture, elle persiste dans tous les peuples. C'est ce que vous expliquez. Les Chinois sont toujours Chinois, même s'ils acceptent la modernité. C'est ça aussi la grande surprise. C'est que alors, les Chinois, c'est une grande civilisation, mais à peu près tous les pays du monde, la modernité pose aucun problème. L'islam, la modernité ne lui pose aucun problème. Quand elle est scientifique, quand elle est technique, aucun problème. Mais c'est ce que j'ai dit, le vide est universel. Le néant, c'est universel, donc ça ne pose aucun problème, comme vous dites exactement. Oui. Et comme vous l'écrivez. Et cette deuxième partie, pour qu'on ait des éléments de comparaison, vous le comparez avec les processus de décomposition des civilisations qui aujourd'hui sont très documentés, comme vous disiez, la chute de l'Empire romain, la chute de l'Empire byzantin. Il y a eu la décadence de la Chine, terrifiante décadence, qui a créé un vide dans lequel sont rentrés les Occidentaux. Alors vous nous promenez dans l'univers des ruines. Lequel vous a le plus impressionné ?
Quels sont les phénomènes de décadence qui vous ont le plus impressionné dans l'histoire? Mais c'est le phénomène qui me touche le plus, parce que je suis peintre par ailleurs, à savoir la disparition de l'art, et notamment des arts figuratifs. Et alors, comment ça s'est passé à Rome sur ce plan-là? Si on peut faire des comparaisons. Ça s'est manifesté par le déclin de la figuration mimétique. C'est vrai. Non, on voit très bien à 50 ans de distance, il y a 2 arcs de triomphe. Il y en a un qui est très, fruste, et l'autre qui est d'un classicisme parfait. Vous faites allusion à l'arc de Constantin. Oui. Et pour ériger cet arc, les artistes de l'époque ont pillé les arcs précédents. Oui, mais la sculpture qu'ils ont fait à ce moment-là était une sculpture fruste. Voilà, et quand ils ont voulu... représenter Constantin. Voilà, ils ont fait des petits mannequins complètement... Mais c'était d'après un historien assez connu qui a observé ça, il dit « ça n'est pas par maladresse ». Ça c'est comment il s'appelle? Oui, Paul Veyne. Paul Veyne. Il dit c'est pas par maladresse, c'est par un goût nouveau pour le frustre. Mais ce qui est probable. Non, parce que ce qui correspondait à un goût nouveau qui s'écartait nettement de grand art classique de l'Antiquité, c'est l'art byzantin. C'est pas fruste, c'est très raffiné l'art byzantin. Mais il n'est pas vraiment maîtrisé, figuratif. C'est-à-dire que les artistes byzantins acceptaient une dose limitée de mimésis. Oui, il fallait pas que ça soit réaliste. Voilà, il fallait pas que ce soit réaliste parce que c'est l'exaltation de la chair. Donc vous pensez que c'est plutôt l'influence byzantine plutôt que le goût pour le fruste qui a influencé cet arc de Constantin. Ah tiens, ça c'est effectivement... Paul Veyne n'a pas vu ça. Mais autrement dit, ou bien il tombe dans le grossier, ou bien il élabore un style nouveau. Ceux qui se sont orientés vers ce qu'on appelle l'art byzantin ont choisi la deuxième voie. Alors, donc vous pensez qu'il n'y a pas eu vraiment une question artistique importante dans la décadence romaine? Mais l'art byzantin est un art sublime. Oui, non, c'est bien pour ça. Donc on n'est pas tout à fait dans la même. On peut pas comparer. Voilà. On peut pas comparer. Oui, absolument. Et alors, en fait, qu'est-ce qui risque de se passer quand on a observé tous ces phénomènes historiques, quand on les a comparés, ils sont tous différents. Comment vous voyez ce qui peut se dérouler dans les années qui viennent dans ce domaine de l'art? Ce que je vois, c'est que si ça ne va pas très très mal, ça ira très très mal. C'est paradoxal, alors. Voilà, expliquez-nous. Il faut qu'on ait vraiment touché le fond. Voilà. Bon, c'est ce qui s'est passé avec la Russie et la Chine, qui connaissent une renaissance et qui ne sont pas contre l'esthétique et contre l'art au sens esthétique du terme. Ils n'acceptent pas que le conceptuel, d'une façon claire, nette et précise. Et effectivement, c'est l'expérience de pas d'art qui leur donne le désir de l'art. Voilà, il faut faire table rase. C'est la fameuse citation de Hölderlin que donne Heidegger. Alors, on a fait table rase. Que va-t-il nous arriver ? On est en train de le faire. Oui, enfin, le travail est bien avancé. Table rase, ça ne veut pas dire seulement dans le domaine de l'art.
si ceux qui occupent le haut du pavé ne disparaissent pas et ne sont pas balayés complètement, on ne débouchera pas sur un nouvel espoir en matière d'art. Ouais. Enfin, en tout cas aussi, il faut dire que l'art est plus caché que absent. Oui. Et ça aussi, c'est une chose que... Donc la relève existe. Oui. On ne la voit pas, mais elle est là. Voilà. Et en fait, il y a eu une rupture dans l'enseignement en France. Enfin, je parle de la France parce que ce n'est pas pareil ailleurs. La rupture qu'on a vécue en France, elle est unique au monde. Donc, par exemple, depuis 80, on a cassé l'enseignement, ça a commencé avant d'ailleurs, des arts, et on a enlevé tout ce qui est l'apprentissage de la main, etc. Donc ça c'est la grande rupture. Mais sinon, les artistes ont continué à transmettre en dehors. Alors évidemment, ça concerne pas les masses, mais ça concerne quelques individus. Ce qui est malheureux, c'est que c'est pas que l'art disparaisse, c'est qu'on accepte de vivre sans art. Mais nous ne sommes pas sans art en Occident, puisque nous avons tous les musées où on se promène dans la rue et on baigne dedans. C'est quand même malheureux. C'est-à-dire qu'on est imprégné quand même. Quand vous avez sous les yeux une belle perspective, des bonnes proportions en permanence, vous avez les proportions dans l'œil, même si vous ne les apprenez pas. Mais si vous avez en permanence des mauvaises proportions dans l'œil, vous ne savez plus ce que c'est qu'une bonne proportion. Vous n'avez pas fait l'expérience que c'est qu'une bonne proportion. C'est l'avantage occidental, c'est que le passé est toujours là. Bon, si par exemple dans les églises, on a chassé tout ce qui est beau pour des raisons idéologiques, il reste qu'on n'a pas encore détruit Notre-Dame de Paris, ni... on n'a pas... Sur ce point, on a un précédent. Oui. Un précédent qui est... Il y a un poème que je cite de Guillaume de Lavardin, un homme d'église qui avait été envoyé en mission diplomatique, je crois, à Rome, et au beau milieu des siècles obscurs européens, il voit les statues. Il a écrit un poème sur les statues grecques. Il a été complètement bouleversé par cette chose-là. Donc ça existait. Il n'y avait pas de musée, mais Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tant que l'objet existe, tout peut renaître à partir de la vision de l'objet. C'est ce qui s'est passé avec la Renaissance. D'une certaine façon, on peut dire que l'Occident est un monde à renaissance, qui renaît. Et vous le dites, c'est en sortant des ruines, en faisant de l'archéologie, que les artistes ont repris et ils ont imité, mais ils ont fait autre chose en même temps. C'est pas... Comme Brunelleschi, par exemple, à son retour de Rome, il construit la cathédrale de Florence, Notre-Dame des Fleurs. Et c'est une synthèse, c'est quelque chose que l'Antiquité n'avait pas fait, mais évidemment l'Antiquité est là. Et donc, que va-t-il se passer ? Comment ça pourrait se passer ? La seule chose que je puisse dire, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on souffre davantage. Voilà. D'ailleurs, vous voyez bien, en ce qui concerne la préservation de la planète, vous voyez bien, quand il s'agit de prendre des mesures, comme elles s'inscrivent dans le long terme, c'est pas possible parce que nous sommes démocrates.
on ne peut pas faire, je veux dire, appliquer un programme de sauvegarde de la civilisation et de sa base économique. Et ça, on ne peut pas, parce qu'on est démocrate. Non, c'est-à-dire qu'il faut que ça pousse tout seul. Il faut que ça pousse, que ça sorte de terre, quoi. Mais oui. C'est un phénomène biologique, naturel, anthropologique. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on ne veut pas le faire parce qu'on ne pense qu'au court terme. Et puis, vous disiez une chose, et peut-être on va conclure là-dessus, vous disiez un des éléments de décivilisation le plus fort que nous connaissions en Occident, c'est le problème de l'argent au sens financier du terme et non pas au sens de on investit, on fait des choses et ça rapporte. On est dans le conceptualisme de l'argent avec la finance.